Notre invité ce matin à l'aube d'une semaine décisive est Sarah Knafo. Bonjour, merci d'être avec nous. Députée européenne, vice-présidente de Reconquête. Dans un instant, on va bien sûr évoquer l'avenir de François Bayrou. À mes côtés, Amandine Atalaya, éditorialiste politique. Bonjour. Jules Pecnard, journaliste à la Tribune Dimanche, notre partenaire. On va voir aussi quel est votre plan d'économie à Reconquête. Comment faire des économies pour le budget de l'État. Mais d'abord, un mot sur ce discours de Marine Le Pen qu'on vient d'entendre, qui appelle à des élections, effectivement, qui dit que Jordan Bardella est prêt et qu'elle est prête, elle, à sacrifier d'ailleurs ses mandats, puisque pour l'instant, elle ne pourrait pas en théorie se représenter. Comment vous réagissez à cette rentrée de la patronne du Rassemblement national, en tout cas de présidente du groupe? Sur l'élément que vous venez de citer, je me souviens qu'il y a maintenant un an, en juin 2024, le Rassemblement national réclamait la même chose. De nouvelles élections, une nouvelle dissolution. On a vu où ça nous avait conduit. Au statu quo, à rien du tout. Donc en réalité, je pense que de nouvelles législatives ne sont absolument pas la solution. On a déjà eu 2 législatives depuis 2022, les législatives de juin 22, les législatives de juin 24, et on a vu qu'à 2 reprises, ça nous avait conduit à un Parlement sans majorité, qui ne fait aucune loi, où les députés, on a le sentiment, alors vu de l'extérieur, que les députés ne travaillent pas, n'ont rien proposé, que ça n'avait pas été ni constructif ni utile pour les Français. Donc un immense hiatus entre ce que fait la classe politique, beaucoup de violence verbales, il parle beaucoup, et ce que le pays attend, et qui voit son pays donc décliner, une insécurité qui grandit, des chiffres économiques en déclin, etc. Donc un désaccord total entre à la fois la classe politique qui ne fait rien à part parler, avec une instabilité digne de la 4e République, et un peuple qui attend des réponses concrètes et des solutions qu'on ne lui a pas données. Donc vous nous dites qu'à vos yeux, une dissolution n'est pas souhaitable, une nouvelle dissolution? À mon avis, une nouvelle dissolution ne réglera rien. On va ajouter à l'instabilité. On a déjà vu que ça n'était pas la solution. Il n'y aura à nouveau pas de majorité claire qui se dessinera, pas même pour le Rassemblement national qui, lui, l'espère, dit Le Pen. C'est exactement ce que je pense, parce que là, quand j'entends son discours, c'est un copier-coller de ce qu'il disait déjà en juin 2024. Vous serez d'accord avec moi, ils étaient les seuls à la réclamer, cette dissolution. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle n'aboutirait pas à une majorité stable? Emmanuel Macron la leur a offerte en juin 2024. On a vu le résultat, alors même que c'était un moment où le Rassemblement national avait vraiment le vent en poupe, beaucoup moins de difficultés qu'aujourd'hui, et néanmoins, ça n'a pas donné de majorité. Je pense en réalité que le problème remonte à bien plus loin. Le problème remonte à la campagne de 2022. Une campagne qui a été totalement escamotée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il a refusé de faire campagne, il a refusé de débattre avec ses adversaires, il a refusé de présenter un programme, donc il a été élu par défaut, parce qu'une majorité de Français ne voulait pas du Rassemblement national. Il a été élu par le Front républicain, avec des gens qui le détestaient, notamment l'extrême gauche qui le détestait et qui a voté pour lui. Et donc, une fois qu'il a été élu et qu'il est arrivé à l'Élysée, il n'a pas réussi à obtenir de majorité. C'est bien normal, quand on n'a pas présenté de programme et qu'on n'avait pas de projet, c'est très difficile ensuite d'obtenir sa majorité. De fait, en 2022, pas de majorité, pas de loi, le pays qui stagne et qui n'avance pas, majorité relative, donc pas de loi, aucun consensus facile à trouver, aucune vraie réforme, impossible de citer quoi que ce soit depuis 2022 politiquement. Et puis 2024 qui arrive, et là, dissolution, on se dit peut-être que ça va débloquer cette situation un peu étrange où le pays stagne, et finalement ça ne le débloque pas. Ce que je pense, et je conclus par là sur cette question, c'est qu'en réalité, la seule chose qu'il nous faudrait, c'est une démission du président de la République, et donc une nouvelle élection présidentielle. Une démission du président de la République. Une démission, tout à fait, du président de la République, qui nous permettrait d'avoir une nouvelle élection présidentielle, qui est la seule élection en France capable de trancher les grandes questions et de décider du destin du pays. Justement, mais une démission du président de la République qui provoquerait donc une élection présidentielle anticipée, est-ce que ça n'escamoterait pas là aussi un débat de campagne, une campagne qui laisse le temps justement aux diverses opinions de s'exprimer, là où un calendrier normal, c'est-à-dire celui de 2027, permettrait à une campagne de se faire, à des programmes d'être explicités? Est-ce que vraiment ce ne serait pas davantage dérégler la situation et le pays? Je ne crois pas, parce que regardez, le risque sinon, c'est d'avoir les 18 prochains mois un statu quo. Et ce qu'il faut savoir, on pourrait avoir l'intuition que le statu quo, c'est pas si grave, il vaut mieux le statu quo que des gens qui agissent dans une mauvaise direction. En réalité, le statu quo, dans l'état où se trouve la France, c'est un désastre. Parce que qui dit statu quo, dit réformes qui ne sont pas faites. Si je vous prends quelques exemples, vous avez des chiffres de l'économie qui sont ce qu'ils sont. Des dépenses qui augmentent même si on ne touche plus à rien. Tout à l'heure, on évoquera votre plan d'économie que vous proposez. Tout à fait, on va en parler. Des dépenses qui augmentent naturellement. Une charge de la dette qui augmente naturellement, même si on ne touchait plus à rien et qu'on n'augmentait plus et qu'on n'inventait plus de nouvelles dépenses. Et encore, ils en inventent tous les jours. Mais donc, un rythme qui fait que le statu quo n'est pas gratuit. Il coûte très cher. Quand vous avez, par exemple, 350 000 coups et blessures volontaires chaque année, 18 mois de statu quo, ça veut dire encore des coups et blessures volontaires qui vont continuer. Quand vous avez 500 000 entrées légales tous les ans,
18 mois de statu quo, ça signifie 750 000 entrées légales qui continuent. Donc le statu quo nous coûte très cher et c'est la raison pour laquelle je pense qu'une élection présidentielle anticipée est ce qui peut nous arriver de mieux. Vous dites une nouvelle dissolution ne changera, ne résoudra rien. Néanmoins, c'est une possibilité que peut choisir peut-être le président de la République. Est-ce que dans ce cas-là, Reconquête présentera des candidats partout? Et est-ce que vous présenterez des candidats, y compris face au Rassemblement national? On présentera des candidats partout parce que c'est notre devoir de représenter nos convictions. C'est la raison pour laquelle on a créé Reconquête. Reconquête n'est pas un think tank, même si on invente beaucoup d'idées et que je vois avec plaisir qu'elles sont reprises un peu partout. Reconquête est un parti politique. La semaine dernière, nous étions à Orange, où nous avons formé nos futurs candidats au municipal et aux législatives. Je suis désolé, je vous interromps, mais l'année dernière, quand il y a eu des législatives anticipées, vous avez présenté des candidats dans toutes les circonscriptions. Vous savez Non, pas dans toutes les circonscriptions. Dans beaucoup de circonscriptions. Non, c'est votre rôle de nous suivre. Ce à quoi ça aboutit, c'est un score de moins 1% totalisé sur le reste de la population, alors que Éric Zemmour lui-même avait engrangé, je rappelle, c'est le rôle de nous suivre pour votre journal. Vous devriez savoir que l'année dernière, nous avions refusé de présenter des candidats dans bien des circonscriptions, qu'on a été présent seulement sur la moitié du pays. Moi, j'ai regardé récemment, puisque vous nous parlez de score, que votre sondage ELAB, puisque c'est vous qui l'avez commandé, donc vous le connaissez mieux que moi, nous donne à 5%, avec la plus forte augmentation de tous les autres partis politiques. On prend 2 points dans votre dernier sondage qui date d'il y a 6 jours. Donc, j'ai la bonne surprise de voir que les résultats augmentent, que les Français ont pu voir depuis l'année dernière que c'était utile d'élire des représentants de Reconquête. Et donc, il y aurait des représentants de Reconquête, y compris face au RN, dans toutes les circonscriptions. L'objectif, c'est d'être partout, absolument. Maintenant, moi, ce que je dis quand même, c'est que nous, ce à quoi on appelle, et aujourd'hui on est malheureusement les seuls, mais j'espère que ça ne durera pas longtemps, on appelle néanmoins à une union des droites. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de faire cette union, d'être capable de dire quel est notre dénominateur commun. On a des différences, on ne va pas le nier, on a des différences avec les Républicains, peut-être qu'on en parlera, on a des différences avec le Rassemblement national là aussi, mais est-ce qu'on est capable de se dire il faut une plateforme commune, il faut quelques mesures d'intérêt général commun dans le cas où il y aurait une dissolution, et si oui, alors on serait tout à fait capable de se dire là on retire nos candidats partout où l'accord le rend nécessaire et on présente quelque chose de commun pour espérer avoir une majorité ensemble. Ça veut dire quoi? Vous appelez à un accord par exemple avec les Républicains? Laurent Wauquiez ce matin dit pourquoi pas l'union des droites? Comme je viens de vous le dire, tous ceux qui seraient capables de se dire voilà le dénominateur commun sur lequel on peut s'entendre. C'est quoi pour le les 18 dénominateur prochains commun? mois à définir avec les autres partis. Moi, je peux vous dire ce qui serait pour moi le programme que je souhaiterais. Évidemment, je souhaiterais qu'on puisse établir un grand plan d'économie. On va en parler. Je souhaiterais qu'on puisse arrêter les flux migratoires, qu'on puisse rétablir la sécurité. Tout ce que demandent les Français aujourd'hui et que personne ne leur offre. Donc si les partis de droite sont capables de s'entendre sur ça, moi je dis allons-y. Il dit, Laurent Wauquiez, y compris pour la présidentielle, il faut une primaire de Darmanin à CNAFO. Vous êtes d'accord? Vous y participeriez? C'est une bonne idée que la droite puisse s'entendre pour choisir un candidat. Moi, je dis pourquoi pas à ce genre de proposition. Ce que je dis sur les Républicains, c'est qu'on remarque que quand ils sont livrés à eux-mêmes, bien souvent, ils ont la tentation de se soumettre au centre, de se soumettre à la gauche. On a vu encore cette semaine. On va y venir justement sur les suites à François Bayrou. Parce qu'avant cela, évidemment, il y a demain ce vote de confiance qu'a sollicité François Bayrou, le Premier ministre. Selon toute vraisemblance, le Premier ministre va tomber. Si vous étiez député, demain, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous choisissez? La confiance, le vote contre la confiance ou l'abstention? Le vote contre la confiance. Pourquoi? Évidemment qu'on ne peut pas faire confiance à François Bayrou. On l'a vu à l'œuvre depuis 9 mois. Il n'a rien fait pendant 9 mois. Il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que M. Bayrou dispose à ses côtés de 3000 collaborateurs au titre de la coordination gouvernementale, de 100 000 agents publics à Bercy, donc au ministère de l'économie, et qu'avec autant de ressources, il n'a pas été capable de faire économiser aux Français un seul centime d'euro, qu'il n'a pas été capable de baisser les impôts des Français, là encore, d'un seul centime d'euro, et que, sans vouloir revenir forcément à Reconquête, mais quand même, avec beaucoup moins de moyens que ce que je viens de vous citer, on a réussi, en quelques jours, à lui proposer un plan de 63 milliards d'euros d'économie. On va le détailler après. Alors qu'il disait, lui, chercher désespérément 40 milliards d'euros d'économie et qu'il n'y est pas parvenu. Donc demain soir, une France qui se retrouve sans gouvernement, en tout cas sans Premier ministre, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Au prix peut-être de l'instabilité, on le voit qui affole tout le monde, y compris les chefs d'entreprise. L'instabilité, vous dites, c'est pas un problème. Et pour vous, c'était une bonne nouvelle d'avoir 9 mois de François Bayrou? Est-ce que vous pensez que les chefs d'entreprise étaient contents
avec le gouvernement qu'ils avaient. Est-ce que vous pensez que depuis un an, les forces vives du pays, que ce soit des chefs d'entreprise, des salariés, des artisans, des indépendants, est-ce que vous pensez qu'ils sont contents quand ils voient un Premier ministre qui ressemble fortement au ministre de la 4e République, c'est-à-dire des premiers ministres qui ne font rien, qui font comme l'a demandé Emmanuel Macron. Mieux derrière, parce que c'est toute la question. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas apprécié François Bayrou et Michel Barnier, rien ne dit que le prochain Premier ministre, d'ailleurs peut-être de gauche, en tout cas Emmanuel Macron discute avec la gauche, pourra faire quelque chose de différent qui apportera plus de stabilité au pays. Vous avez entièrement raison, c'est la raison pour laquelle j'appelle à la démission du président de la République. Vous avez raison. Moi, la question que je me pose sincèrement, c'est que peut-on espérer raisonnablement des 18 prochains mois? Et la réponse que je vous donne, c'est pas grand-chose en réalité. Pas grand-chose puisqu'on voit que leur tentation à tous, et c'est d'ailleurs ce que leur a demandé le président de la République, qui est bien la source du problème, c'est faites des deals avec les autres. Vous avez dû entendre cette phrase comme moi. Des compromis. Il préfère dire deal, Monsieur Macron, je pense qu'il préfère l'anglais que le français. Donc il a dit à Monsieur Bayrou, faites des deals avec les autres partis politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner un petit peu à la droite, donner un petit peu à la gauche, donc à la fin la stagnation. Et puis rien ne se passe, le pays stagne au moment où nous aurions le plus besoin d'avancer. Donc je pense qu'avec ou sans François Bayrou, le pays ne s'en portera pas plus mal. Si le prochain Premier ministre est issu du socle commun, comme on dit, c'est-à-dire du bloc central en incluant les Républicains, c'est un des scénarios probables de la suite. On aura eu 3 Premiers ministres en l'espace d'un an. Pour vous, c'est une catastrophe. Sauf qu'en votant contre la confiance, en faisant chuter François Bayrou, c'est ce qui va se... Mais avoir François Bayrou est une catastrophe aussi. François Bayrou, pour vous, n'a fait preuve d'aucun courage, parce que certains disent qu'avec ce vote de confiance, finalement, il part au moins avec panache et en ayant expliqué aux Français l'urgence de la dette. Je connais cette théorie, mais je crois qu'il n'y a pas de panache à quitter un match dans lequel on est mené de 10-0. Il n'y a aucun panache à n'avoir rien tenté en 9 mois, à se faire harakiri en pensant que les gens vont le lui reconnaître. Moi, il me rappelle... C'est-à-dire que vous y voyez un suicide politique, là, Non, comme vous dites, je pense qu'il doit se dire autant partir avec honneur, puisque de toute façon, les députés vont me censurer, donc autant partir avec honneur. Mais moi, je n'y vois pas d'honneur. Je ne vois pas d'honneur à être resté 9 mois, à partir avec une retraite de 28 000 € par mois, alors qu'on n'a rien tenté, qu'on n'a rien essayé, qu'on n'a pas servi le peuple français. Je ne trouve pas beaucoup de panache ni beaucoup d'honneur à tout ça. Et je vous ai dit qu'il disposait de moyens énormes. Il aurait pu faire preuve de beaucoup plus de courage. Et pardonnez-moi, y compris sans majorité à l'Assemblée nationale, on peut faire beaucoup de choses uniquement avec le pouvoir réglementaire. Je regrette par exemple d'avoir vu que M. Retailleau n'avait pas tenté beaucoup plus. Il aurait pu faire beaucoup plus. Il a à sa disposition la police. Par décret, vous voulez dire? Absolument, absolument. Et par circulaire pour le ministre de l'Intérieur. Il a à sa disposition tous les préfets de France. Il a la police, il a le pouvoir réglementaire. Il aurait pu faire beaucoup. Il aurait pu faire un moratoire sur les naturalisations. Il aurait pu réglementer bien davantage les visas en s'entendant avec les consuls. Il avait des leviers de pression. Je pense que lui, il ne les a pas utilisés. Il a fait passer des circulaires, mais juste si on se projette dans aucun effet. Je réponds juste sur ce point. Il a des chiffres d'entrée légale, M. Retailleau, qui sont pires que ceux de M. Castaner. Plus 37% d'entrée légale de M. Castaner à M. Retailleau. Ça, ce sont les chiffres, et donc les hommes mentent et pas les chiffres. Vous avez expliqué dans le JDD la semaine dernière. Si on se projette dans l'après-Bayrou, est-ce qu'il y a un nom, alors on évoquait le socle commun, est-ce qu'il y a un nom qui est à vous, Sarah Knafo, qui trouve grâce à vos yeux dans le champ politique? Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, plusieurs sont cités, Catherine Vautrin. Je ne vais pas me mettre à faire un casting. Et je vous ai expliqué à quel point, pour moi, tout cela était dérisoire et à quel point, en réalité, ce que les Français veulent, ce qu'on attend tous, c'est de pouvoir élire un nouveau président de la République qui puisse prendre les problèmes à bras-le-corps, les régler rationnellement, un par un, arrêter avec ses tambouilles, arrêter le problème, avec ses compromis politiciens. C'est pas ce que va faire le président de la République cette semaine, d'après les informations Rien de ce qu'il fera ne sera idéal. Du service politique de BFM. Je vais pas m'amuser à faire un casting. La priorité du président de la République, c'est la stabilité du pays. C'est ce qui guidera ses choix, confie un membre de l'entourage du président de la République au service politique de BFM TV. Et effectivement, il discute notamment avec la gauche, Amandine. Oui, est-ce que ce serait une faute, selon vous, si Emmanuel Macron, cette fois, choisissait un Premier ministre de gauche? Olivier Faure a fait acte de candidature expressément devant tout le monde. Bien sûr que ce serait une faute. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la France aujourd'hui est à gauche. Je pense même qu'on remarque tous que la France est de plus en plus de droite. Le bloc de gauche est arrivé en tête aux législatives l'an dernier. Ouais, tellement en tête qu'il y a eu un Premier ministre de gauche et qu'ils ont eu la majorité. S'ils étaient vraiment arrivés en tête, on aurait déjà eu un Premier ministre de gauche. Ils auraient nommé Huguette Bello, Lucie Castet ou je ne sais pas quel nom. Visiblement, Emmanuel Macron n'avait pas envie, craignait que son bilan ne soit détricoté par un Premier ministre de gauche. J'ai envie de vous dire quel bilan.
Mais Ça, c'est un autre sujet, mais voilà. peut-être qu'on peut revenir au sujet de fond qui mérite d'être traité. J'ai pas de boule de cristal. Je sais pas vous dire ce que va choisir Emmanuel Macron. Bien malin qui peut le dire. Je sais pas si lui-même le sait et si lui-même comprend encore les ressorts de ses propres décisions. Est-ce que vous évoquiez la question, pardonnez-moi, de l'union des droites tout à l'heure? On parlait de Laurent Wauquiez. Cette semaine, effectivement, Laurent Wauquiez a quand même dit nous ne censurerons pas automatiquement un Premier ministre qui serait issu du Parti socialiste ou du Rassemblement national. D'abord, comment est-ce que vous avez interprété cette déclaration? Qu'en pensez-vous? Comment avez-vous réagi? Je vous avoue que pour moi, les Républicains sont de moins en moins compréhensibles chaque jour. Mais je sais de plus en plus pourquoi j'ai quitté ce parti. Pourquoi? Pour ça. Parce qu'on n'arrive plus à les suivre. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui que le mouvement jeune des Républicains s'autonomisait en disant qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à suivre la ligne de leur propre chef. Une petite partie. Donc, non, je vous avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre, puisque quand M. Retailleau est arrivé au gouvernement, de M. Barnier puis de M. Bayrou, il nous avait dit que c'était pour empêcher la gauche de gouverner. Et maintenant, on nous dit finalement que comme on est constructif, on pourrait autoriser la gauche à gouverner. Moi, je n'arrive pas à les suivre, donc je ne peux pas vous expliquer l'inexplicable. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a plusieurs personnalités qui se dégagent aux yeux des Français pour Alain Matignon, parce que vous prenez la démission du président de la République, on le disait, c'est peu probable, il va quand même falloir nommer probablement un Premier ministre. Les Français se tournent notamment vers un homme. Oui, puisqu'Emmanuel Macron peut aussi nommer Jordan Bardella, qui est à la tête aujourd'hui du Rassemblement national. Est-ce que ça, c'est plus acceptable pour vous, plus porteur pour la France ? C'est clair que je préfère Jordan Bardella à Olivier Faure. Vous m'imaginez pas vous dire l'inverse. Moi, je parler concrètement, vous iriez par exemple dans un gouvernement Jordan Bardella? Moi, je suis pas du tout là. Moi, je suis pas François Hollande, je suis pas Olivier Faure, je suis pas du tout là pour faire des actes de candidature à la télévision. C'est pas mon truc. Je fais pas du tout ça pour obtenir des postes. Je m'appelle pas Lucie Castet. Donc, je serais contente pour la France si on avait le Premier ministre qui a le plus de bon sens et qui est le plus de droite possible, celui qui se rapprocherait le plus d'un programme que moi je défendrais. Donc oui, forcément, je préfère Jordan Bardella à Olivier Faure. Est-ce qu'il a les épaules pour être à Matignon, Jordan Bardella, à vos yeux? Franchement, le genre de questions auxquelles j'ai envie de répondre, je pense que je préfère parler de fond et que les Français qui nous écoutent préfèrent aussi qu'on parle de fond. Oui. Justement, à l'instant, le Premier ministre s'exprime une nouvelle fois dans les médias. François Bayrou qui dit que des forces politiques sont, je cite, en guerre civile les unes avec les autres, alliés ensemble pour abattre le gouvernement. C'est ce qu'il dénonce. Comment vous réagissez à ces propos du Premier ministre? Vous faites partie finalement de ces forces politiques qui sont alliées pour abattre le gouvernement puisque vous souhaitez son départ demain. Monsieur Bayrou qui maintenant va jouer au grand sage, Dumbledore, qui va donner des leçons à la France entière. Encore une fois, après n'avoir rien fait pendant 9 mois, il nous fait penser à, vous savez, tous ces ministres ou ces présidents qui, une fois qu'ils quittaient le pouvoir, se mettaient à tout déballer. Alors François Hollande, qui dans son livre, dans le livre recueil, un président ne devrait pas dire ça, nous annonçait qu'en fait, il avait compris le problème d'immigration de la France, qu'il y avait de plus en plus de tensions, il était encore etc. Il était encore président. Et ça sort après. Gérard Collomb, qui, à son départ, nous dit qu'en fait, il se rend bien compte, etc. Et maintenant, François Bayrou nous fait le même coup avec la dette. Donc, quand ils sont au pouvoir et que tout se passe bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lucidité. A priori, il faut que ça continue comme ça, qu'on lui accorde la confiance et puis tout va bien. Et une fois que c'est terminé pour eux et qu'ils vont bientôt partir, alors là, ils veulent partir dignement, comme on disait tout à l'heure. Ils pensent avec panache. Et donc, ils nous annoncent finalement toutes les grandes catastrophes pour qu'on ne leur en veuille pas. Moi, je pense parler au nom de millions de gens quand je dis que je leur en veux quand même. Monsieur Bayrou a contribué avec tous ses amis politiques à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça fait 50 ans que la France n'a pas voté un budget à l'équilibre et Monsieur Bayrou a voté les 8 derniers budgets, donc tous ceux qui ont été présentés par Emmanuel Macron, il les a tous votés. Et aujourd'hui, il vient nous dire que finalement, ce serait de la faute au mieux des partis politiques et au pire des Français eux-mêmes. Oui. Ça, c'est ce que je trouve le plus insultant. C'est le plus grand mensonge économique insultant pour tous les Français. C'était quoi pour vous le plus grand défaut du budget qu'a présenté François Bayrou? Vous le trouviez quoi? Injuste, ciblant trop certains Français, par exemple, précaires, modestes, les retraités? Le budget était en soi un défaut. Rien n'allait dans ce budget. C'est-à-dire qu'on présente des budgets avec des dépenses qui sont faramineuses. Peut-être qu'on va y venir, finalement, ces dépenses. Avec des dépenses qui sont faramineuses. Avec un État qui vit largement au-dessus de ses moyens. Et qui donc est obligé de s'endetter. Quand il nous dit que c'est de la faute des Français, et je reviens à ça, une insulte, en réalité, il nous ment. C'est un mensonge économique, parce que ce ne sont pas du tout les Français qui ont décidé de dépenser autant
par exemple dans l'aide publique au développement. Ce ne sont pas les Français qui ont décidé de dépenser 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. Ça, c'est François Bayrou qui a accepté de le faire et qui l'a mis dans son budget. Donc les défauts, je pourrais vous les lister en long, en large et en travers. D'ailleurs, on va le faire dans un avec instant. le plan. Vous allez nous dire effectivement où est-ce que vous voulez trouver pas 40 mais 60 milliards d'euros. 63. 63 pour être précis milliards d'euros d'économie. Mais à l'aube justement de cette semaine très difficile, est-ce que vous êtes quand même inquiète pour notre pays quand on voit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? C'est pas cette semaine qui m'inquiète, c'est les 30 dernières années qui ont été extrêmement inquiétantes. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les mauvaises décisions possibles, que ce soit sur le champ régalien ou sur le champ économique, qui nous conduisent où nous sommes aujourd'hui, qui a fait chuter le niveau de vie des Français par rapport à tous ses voisins, alors qu'on avait des atouts extraordinaires, notamment énergétiques, et qui, sur le plan là régalien, a aggravé tous les facteurs possibles qui pouvaient créer de l'insécurité, qui nous conduit là où nous sommes, sur le sujet scolaire également, avec un immense déni, où on a accusé de déclinisme les gens qui disaient que le niveau scolaire baissait. Il y avait des éditos dans Le Monde qui disaient le niveau monte, à grand renfort de sociologues qui venaient mentir et inventer des statistiques qui prouvaient que le niveau montait. Aujourd'hui, je pense que c'est consensuel de l'extrême gauche à la droite la plus dure de dire que le niveau scolaire a chuté. Donc c'est pas cette semaine qui est inquiétante, c'est tous les indicateurs français qui malheureusement aujourd'hui sont au rouge par la faute de gouvernements qui ont aujourd'hui le toupet d'accuser les Français de leurs propres erreurs. Alors Sarah Knafo, dans un instant, vous allez nous dire effectivement où est-ce que vous trouvez vos 63 milliards d'euros d'économie. On évoquera aussi une autre date extrêmement importante cette semaine, c'est le 10 septembre. Qu'est-ce qui va se passer dans la rue? Est-ce que nous serons tous bloqués? En tout cas, il y a plusieurs mouvements qui appellent à une très forte mobilisation. Vous restez avec nous sur BFM Politique. Dans un instant, Sarah Knafo continue de répondre à toutes nos questions. Vous êtes bien sur BFM Politique. Notre invitée, c'est Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête. Merci d'être avec nous. On évoquait évidemment la situation de François Bayrou, qui très probablement ne sera plus Premier ministre demain soir. Autre moment clé de cette semaine, c'est le 10 grand mouvement de mobilisation. En tout cas, un certain nombre d'organisations appellent à la mobilisation. La France Insoumise notamment dit « bloquons tout ». Le 10 septembre. On voit ce matin dans les colonnes notamment de la Tribune Dimanche qu'il y a presque un Français sur deux qui soutient ce mouvement. 46% des Français soutiennent les mobilisations qui sont prévues le 10 septembre prochain. Est-ce que, Sarah Knafo, vous soutenez ce mouvement? Est-ce que vous appelez à tout bloquer le 10 septembre? Je pense que si on avait fait le même sondage en juillet, vous auriez eu 75% des Français qui soutenaient le mouvement. Mais les Français sont de plus en plus en train de comprendre que ce mouvement est en train d'être récupéré par l'extrême gauche. Initialement, c'était un mouvement qui partait un peu de la sphère Nicolas qui paye. Si vous voulez, on y reviendra. Nicolas qui paye, c'est ce sentiment que les actifs doivent payer plus d'impôts pour financer notamment des gabegies que l'État dépense et gaspille sans compter. Et puis, de plus en plus, le mouvement a été récupéré par la gauche mélenchoniste ultra-violente. Et donc, on est passé d'un mouvement qui demandait globalement moins d'impôts et moins de dépenses. Nicolas Quipet, rappelons-le juste, c'est un slogan qui est beaucoup repris par des sphères à droite. Oui, à droite et extrême droite. Donc voilà, donc c'est extrême connoté droite, aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à droite, oui, bien sûr, voilà. Vous avez raison. Donc un mouvement qui partait de la base des actifs et qui est défendu plutôt par des gens de droite, ça vous avez raison, et qui a été récupéré. Donc on partait d'un mouvement qui demandait moins de dépenses et moins d'impôts à un mouvement qui maintenant demande plus d'aide sociale, plus de dépenses, tout bloqué. Vous entendrez vraiment rarement des gens de bon sens, des gens qui respectent les forces économiques du pays, appeler à tout bloquer, parce qu'en réalité, quand on appelle à tout bloquer, on bloque les travailleurs, on bloque les salariés, on bloque les gens qui se réveillent pour aller travailler. Ce mouvement, je pense que ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il va être extrêmement violent. Vous avez entendu comme moi Jean-Luc Mélenchon hier, très inquiétant, il appelle carrément à en découdre. Donc là, il faut que ce soit le plus violent possible. Et je pense que s'il y a encore un Français sur deux qui soutient, c'est parce que les Français veulent affaiblir le président de la République. Mais c'est de moins en moins populaire chez la France du travail, comme on pourrait dire, parce que les Français comprennent que maintenant, ça devient un mouvement d'ultra-gauche. Donc vous ne soutenez pas ce mouvement? Non, pas du tout. Et ça rappelle d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec les Gilets jaunes que je soutenais, et qui est passé d'un mouvement de la France qui se réveillait, de la France des ronds-points, comme on a pu dire ou lire, à une France des Black Blocs, qui voulait tout casser, qui voulait en découdre, qui cassait à l'Arc de Triomphe, et qui n'était plus du tout cette France des Gilets jaunes qui se battait pour sa dignité, pour son niveau de vie. Pensez que la France aujourd'hui est mûre néanmoins pour de grands mouvements sociaux. Alors si ce n'est celui-ci du 10 septembre, est-ce qu'il y a les ferments d'une
colère qui pourrait se manifester par un retour, alors peut-être pas des gilets jaunes, mais des manifestations, des blocages, des grèves? Ça oui, très clairement. Je pense qu'il y a une très grande colère dans le pays. Un très grand désarroi devant le niveau de la classe politique, devant l'absence de solution. Mais colère ou très- lassitude qui fait que finalement les gens déplorent, mais chez eux, sans aller dans la rue? C'est difficile, c'est toujours difficile dans l'histoire de dire comment ça va se matérialiser, ce grand mécontentement. Personne ne peut prévoir en avance, personne ne peut fixer à l'avance la date d'une révolution, d'un soulèvement, etc. Ce qui est clair, c'est que les Français sont mécontents de ce qu'ils voient, qu'ils sentent bien qu'on pourrait faire beaucoup mieux, qu'ils sentent bien que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ou dans la classe politique ne leur apportent pas de réponse, n'ont pas de solution. Donc je ne peux pas vous dire comment ça va se matérialiser, j'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est clair, c'est que oui, il y a un ras-le-bol total dans le pays, un ras-le-bol fiscal notamment, un ras-le-bol fiscal et une grande lucidité, notamment sur les questions régaliennes. Oui, sauf que aux questions régaliennes, je coupe sur les questions régaliennes. Notamment sur les questions régaliennes. Et quand je vois la différence avec, par exemple, la campagne qu'on a menée en 2022, où certains sujets paraissaient encore un peu sulfureux, qui pouvaient ne pas faire consensus partout, je suis très frappée. Les sujets de l'immigration, quand on a parlé du grand remplacement, aujourd'hui, je remarque que tous ces sujets deviennent de plus en plus consensuels, irriguent toute la société, plus seulement la droite ou la droite la plus dure, mais également au centre, également même à gauche. Quand vous voyez, par exemple, on va peut-être parler des économies et du fait de réserver les aides sociales aux nationaux français, c'est une proposition qui obtient une majorité même à gauche, même chez les électeurs de gauche. Donc une grande lucidité des Français et des sujets de plus en plus consensuels. On voit dans les études d'opinion, notamment celle évoquée par Guillaume, qui a été publiée dans la Tribune dimanche, que le premier sujet de préoccupation des Français, ça reste le pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous les expliquez que ils mettent ce sujet bien devant les autres, y compris les sujets liés à... Et c'est le sujet dont je viens de vous parler, puisque quand je vous parle de plan d'économie, quand je vous dis que l'État doit dépenser moins pour arrêter de taxer les gens, on parle précisément de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que peut-être que vous ne l'entendez pas parce que toute la classe politique, quand elle parle de pouvoir d'achat, elle ne parle que de chèques, que de subventions. On va faire un chèque vacances par-ci, on va faire un chèque Noël par-là, un chèque rentrée scolaire par-ci, et elle pense qu'elle va résoudre la question du pouvoir d'achat. C'est tout le contraire. Quand on prend de l'argent aux Français, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, on ne leur en rend jamais la totalité. Il faut payer énormément de coûts administratifs derrière pour contrôler qui y a le droit, pour contrôler la fraude, pour le distribuer. Donc, on ne leur rend jamais leur argent. La meilleure manière de respecter, de protéger le pouvoir d'achat des Français, de respecter leur niveau de vie, c'est d'arrêter de leur prendre leur argent. Et pour arrêter de leur prendre leur argent, il n'y a pas 1000 solutions, il y en a une seule. Arrêtez de dépenser à tout va. Sarah Knafo, on va rentrer dans le détail justement des mesures que vous proposez. Juste un mot encore sur ce 10 septembre. Vous avez employé le terme de Black Bloc. Pour vous, le 10 septembre, c'est le mouvement des Black Blocs. Ah oui, je pense qu'on va être très frappé de voir ça. Quand j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier, je me suis dit que pour eux, c'était déjà très clair. Ils appellent à ça. Ils appellent à l'insurrection. On le sait d'ailleurs, c'est un mouvement révolutionnaire. La France Insoumise, ils le disent, ils en sont fiers. J'ai eu par exemple cet été un débat qui m'a opposé à Antoine Léaumont. De la France Insoumise, député de la France Insoumise, et au cours duquel il m'a dit qu'il était robespierriste. Donc ils l'admettent, ce sont des révolutionnaires. Robespierriste, ça veut dire que pour lui, la guillotine, c'est un outil normal. Enfin, il faut quand même concevoir. D'ailleurs, si je puis me permettre, je profite d'être à votre antenne pour le réinviter à débattre, puisqu'une chaîne qui s'appelle Thinkerview nous a invités à débattre. J'ai évidemment dit oui, et Antoine Léaumont ne répond pas. Dans ce contexte de crise sociale, on le disait, et d'angoisse, et cette mobilisation du 10, vous, c'est une sacrée potion que vous souhaitez administrer aux Français. On le disait, le plan du gouvernement, c'était 44 milliards d'euros d'économie. Vous, c'est 63 milliards d'euros d'économie. Première question, pourquoi? Où est-ce qu'il y a 20 milliards d'euros en plus? Pourquoi un plan aussi important? Vous dites en plus, mais je rappelle que les 40 milliards, il ne les a pas trouvés. D'abord 63 milliards, peut-être que alors là, ça va encore plus vous surprendre, mais ce n'est pas une sacrée potion, c'est juste un plan d'urgence. C'est le b.a.-ba de ce qu'on devrait faire, ce sont les mesures les plus faciles à mettre en œuvre. Il suffit d'une seule loi de finances, celle-ci par exemple. Ce sont les mesures, à mon sens, les plus consensuelles. J'ai des sondages à l'appui pour vous le dire. Et c'est même pas le quart de ce qu'on devrait faire pour réduire la dépense publique française. Alors comment vous les faites concrètement? Alors concrètement, on va y aller. D'abord 63 milliards d'euros par an. Ce qu'il faut que les gens entendent, c'est que ça revient à arrêter de prendre 1000 euros par an à chaque Français. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Il faudra aller beaucoup plus loin. Il y a énormément de gabegies. Parce que chez vous, il n'y a aucune hausse d'impôts, hausse de taxes. C'est uniquement des économies sur les dépenses de l'État. Absolument. On est déjà le pays le plus taxé du monde. Donc ce que les gens doivent bien entendre, c'est que la France n'a pas un problème de recettes, elle a un problème de dépenses. Le problème, ce n'est pas le pas assez d'argent,
puisqu'on est déjà le peuple le plus taxé du monde, qu'on fait entrer 1300 milliards d'euros de prélèvements obligatoires dans nos caisses chaque année. Le problème, c'est le beaucoup trop de dépenses. Mais alors Mais concrètement, le problème il de faut votre veiller- plan, vous le savez, Sarah Knafo, c'est que les chiffres que vous avancez sont contestés par énormément Sur quel d'organismes. point, par exemple, Rentrons Amandine sur le premier. Par peut y exemple, vous souhaitez réserver les prestations sociales non contributives aux Français et vous dites que ça fait une économie de 15 à 20 milliards d'euros pour l'État. Vous savez qui conteste ces chiffres, l'OCDE qui dit que c'est farfelu et biaisé, la CAF Où est-ce qui que dit l'OCDE c'est dit ça? en 2022. Vous avez la source? En 2022, dans un rapport, il dit interprétation farfelue et biaisée de nos chiffres. J'aimerais bien le rapport. La Mais caisse alors, d'allocation familiale dit c'est 9 milliards d'euros. Non, elle Enfin, ne dit pas ça, la caisse d'allocation Comment est-ce que familiale. vous avez travaillé pour Très bien. aboutir à Alors, 15 à 20 milliards d'euros Sur ce chiffre, d'abord, vous remarquez que c'est un chiffre, et d'ailleurs l'un des seuls, sur lequel je donne une fourchette, une estimation, en disant de 15 à 20 milliards. Donc vous sentez bien, et vous avez raison, que c'est un chiffre qu'on n'a pas à la virgule près. Sinon, je l'aurais mis à la virgule près. Quel est le problème? C'est que l'administration refuse de l'établir. J'ai appelé ce matin même, sur Twitter, François Bayrou à nous donner avec précision ce chiffre. qu'est-ce que vous lui Parce que demandez? Je lui demande de nous donner avec précision le chiffre de ce que donne chaque année la France comme aide sociale non contributive à des étrangers. C'est un chiffre qui serait extrêmement facile à établir, parce que la nationalité, c'est un critère objectif. On ne parle pas d'origine, encore moins d'ethnie, on parle juste de nationalité. C'est quand même la moindre des choses qu'une administration, lorsqu'elle distribue une prestation, par exemple le RSA, sache à quel individu elle la distribue et donc de quelle nationalité il est. Ça, on pourrait le savoir, mais l'administration refuse de le donner. C'est un secret, c'est un mystère, il y a une omerta. Je me souviens qu'Éric Zemmour avait débattu avec Bruno Le Maire sur le sujet en 2022, qui lui aussi avait dit « Ah, mais vous ne donnez qu'une fourchette, vous ne donnez pas le vrai chiffre ». Et Éric Zemmour lui avait dit « Alors donnez-le nous, vous êtes ministre de l'économie ». Et Bruno Le Maire avait dit « J'ai un problème, c'est que mon administration ne l'établit pas ». Je pense que vous voyez, en tout cas, pourquoi est-ce que ce chiffre peut gêner. Mais ce que j'ai demandé à François Bayrou, c'est puisqu'il ne vous reste que quelques jours au pouvoir, donnez-le nous exactement. Sur les Moi, prestations, la fourchette, j'en suis sûre. Je finis juste sur ça parce qu'on a parlé de la caisse des allocations familiales. La fourchette, j'en suis sûre. Je sais avec certitude, et le calcul est robuste, que c'est entre 15 et 20 milliards. Mais c'est quand même une grande incertitude. 5 milliards de différence, c'est colossal. Okay. Moi, j'aimerais bien savoir si c'est 18, si c'est 17. Si je sais que c'est plus que 15, pardon. Je sais que c'est plus que 15 parce que la Caisse des allocations familiales, la CNAF, a répondu au Figaro en 2022, donc j'ai les sources, j'ai toutes les sources devant moi, qu'il y avait dans toutes les aides sociales qui sont distribuées plus de 100 milliards d'euros par an. Ça, c'est la totalité des aides sociales distribuées à tout le monde, français et étrangers, qu'il y avait 13% d'étrangers. Donc là, on sait avec certitude que c'est déjà plus que 14 milliards. Sur les allocations, sur les prestations sociales non contributives, parce que ça pose la question aussi de l'applicabilité de ce que vous proposez, si on met les chiffres de côté. Les Républicains qui ont déposé un référendum d'initiative populaire l'année dernière sur le même sujet en conditionnant à 5 ans de vie sur le territoire français les prestations sociales non contributives. Ce qui est une grande hypocrisie. Se sont fait retoquer par le Conseil constitutionnel. Donc si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous pourriez tout simplement appliquer certaines parties, certains pans entiers de votre programme? Est-ce que vous êtes capable de me dire d'où vient cette règle qui a valu que le Conseil constitutionnel ait censuré cette proposition? Est-ce que vous savez d'où elle vient? Elle provient du bloc de constitutionnalité. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Constitution, par exemple? Non. Non, ça n'est pas écrit dans la Constitution. Est-ce que vous savez quand, pour la première fois, le Conseil constitutionnel a dit qu'on était obligé de verser des aides sociales, y compris aux étrangers? Allez-y, dites-moi la réponse. En 1991, c'était Michel Rocard, donc la gauche, qui voulait réserver le RMI aux citoyens français et européens. Et le Conseil constitutionnel a censuré la gauche, donc même les socialistes de l'époque étaient moins bien pensants que tout le monde aujourd'hui qui vient nous dire que ce serait impossible. Et c'est le Conseil constitutionnel qui, en 91, s'est reposé sur le préambule de la Constitution de 46, il faut que les gens entendent à quel point ils vont chercher loin des principes, très très loin, dans un texte qui datait de 46, qui ne voulait pas du tout dire ça, pardon, c'est essentiel. Absolument. Et qui disait donc, vous êtes obligés de les verser aussi aux étrangers. Et là, il faut dire aux gens qui nous écoutent que si on s'arrête à ça, alors il faut leur dire que la démocratie n'existe plus. Ça signifie qu'il faut dire aux Français aussi que puisque le Conseil constitutionnel l'a décidé, ils seront obligés pour le restant de leur jour de marier des OQTF devant le maire, donc des gens qui mériteraient d'être expulsés. Il y a une volonté de modifier. Il faut leur dire absolument. Et donc, ce que ça signifie, c'est que si on est vraiment démocrate,
Il faut au contraire laisser aux Français la possibilité d'aller à l'encontre de ces décisions récentes du Conseil constitutionnel qui lui ont lié les mains contre sa volonté. Cette mesure que je défends, elle est défendue par 71% des Français. Parmi les mesures d'après le dernier que vous préconisez, il y a notamment la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière en France. Cette semaine, François Bayrou, en tout cas, a quand même fait un geste, puisqu'il a confirmé que la liste des soins pris en charge allait être revue à la baisse. Par exemple, la balnéothérapie, ce sera terminé. Et là, les Français apprennent qu'ils avaient le droit à la balnéothérapie. Est-ce que on apprend des choses tellement. Est-ce que vous accordez quand même ce crédit au Premier? Vous vous dites, bon, quand même, ça va dans notre sens. Au moins, il y a des choses qui sont faites pour réduire l'AME. Ça va dans la logique budgétaire que vous prenez. Ah, tout à fait. D'ailleurs, ça répond à ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais en 2022, on disait des choses, elles avaient l'air scandaleuses, sulfureuses. Aujourd'hui, même le plus centriste des centristes du monde, François Bayrou, dit qu'on avait raison et que oui, l'AME pose problème. Il n'est pas du tout pour la suppression, comme vous, de l'aide médicale d'État. Mais je pense que vous reconnaîtrez qu'on a fait un grand bout de chemin. Je ne vais pas vous dire que je deviens bayrouiste et que je vais adhérer au MoDem. Il y a un bout de chemin qui s'est fait. Je me souviens d'une vidéo de lui en 2023 qui disait que c'était scandaleux de juste parler de l'AME et qui aujourd'hui nous dit finalement oui, il faut le restreindre, c'est vrai que c'est un scandale et que les Français ne comprennent pas. Bien sûr que c'est un scandale. Bien sûr que c'est un appel d'air à l'immigration et bien sûr qu'on pourrait économiser 1,3 milliard. Mais c'est pas la piste la plus importante. Supprimer les subventions aux associations politisées, vous dites dans votre programme aussi 1 à 2 milliards d'euros. C'est quoi les associations politisées? Les associations politisées, donc on pourrait utiliser la méthode du faisceau d'indices du Conseil d'État qui permet de dire voici quelques critères qui permettent de dire qu'une association est politisée. Est-ce que vous pouvez nous en citer, par exemple? Bien sûr. Je vous donne un exemple. Attaquer en permanence les décisions de l'État. Donc si on prend des associations, par exemple, qui aident les migrants, la Cour des comptes évalue à 1 milliard d'euros par an les subventions données à ces associations, elles passent leur temps à attaquer l'État. Elles ont droit. Elles ont le droit. Une association peut tout à fait attaquer l'État, c'est dans la loi, etc. La CIMAD, on pourra en citer. Ça, vous supprimez? Les subventions, pas les associations, elles ont le droit de continuer d'exister, mais pas avec notre argent. C'est ce que j'allais dire. Elles ont le droit d'attaquer l'État si elles le veulent. Mais c'est quand même aberrant qu'avec l'impôt des Français, on vienne financer des associations qui ensuite vont se retourner contre l'intérêt général pour venir attaquer l'État devant les tribunaux administratifs. Donc ça, je dis seulement, si elles veulent continuer, qu'elles continuent, mais avec leur argent, l'argent de leurs dons. Et manifestement, puisque si c'était si décrié, il y aurait beaucoup de gens pour leur donner de l'argent, elles vivront de leurs dons et pas de la solidarité nationale, alors qu'elles vont à l'encontre de ce que souhaitent les Français. Vous voulez supprimer toutes les agences aussi, une bonne partie en tout cas des organismes indépendants? Vous êtes gentil, j'en ai cité que 3, donc c'est vraiment pas pour l'instant énorme. Je vous l'ai dit, c'est un plan d'urgence. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, j'ai ciblé celle qui m'apparaissait le plus consensuelle à supprimer et qui représente beaucoup d'argent, l'ADEME, l'ANA, France Travail. Donc pour l'ANA, par exemple. France Travail, la NPE, c'est fini? Ah bah alors si vous voulez, on va pas rentrer dans c'est un grand sujet d'intérêt pour moi. D'ailleurs, Thibault Guilluy, à qui j'avais également proposé de débattre, a toujours refusé de débattre, alors qu'il avait fait le plan com le plus rodé de France. En tout cas, ça vous supprimez. Oui, tout à fait. France Travail, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 54 000 personnes qui travaillent chez France Travail et qui, pour la majorité d'entre eux, donc plus de 22 000, ont pour objectif de retrouver un emploi à des gens qui ont perdu leur emploi, à des chômeurs. Quand vous regardez le taux de succès de ces gens, il est de seulement 12%. Donc chaque année, il n'y a que 12% des chômeurs qui parviennent à retrouver un emploi grâce à France Travail, chiffre de l'INSEE en 2017. Ça veut dire, vous imaginez le taux d'échec énorme de cette institution, à une ère où quand on demande aux gens comment vous avez retrouvé un emploi, ils vous répondent grâce à des proches, grâce à des agences d'intérim, grâce à LinkedIn. Quand vous comparez, LinkedIn, c'est 16 000 personnes dans le monde entier. France Travail, c'est 54 000 qu'en France. Sarah Knafo, c'est devenu obsolète. Vous nous avez dit que vous voulez réduire l'immigration. Il y a une note cette semaine du commissariat au plan qui dit au contraire, dans la situation économique, c'est une solution. Le Haut Commissariat au Plan, puisque cette année a été quand même très particulière, puisque pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de décès que de naissances, ça ne vous aura pas échappé. Et c'est là où le Haut Commissariat au Plan nous explique que la France gagnerait à se doter d'une stratégie d'immigration de travail. Comment est-ce que vous l'interprétez? Est-ce que vous y voyez là le grand placement, qui est un terme très connoté, mais est-ce que vous y voyez là cette main-là? Comment est-ce qu'on résorbe ce problème de la natalité, du taux de natalité? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas la solution, l'immigration? Alors, en 2022, on nous disait que le grand remplacement, c'était une théorie complotiste d'extrême droite. Maintenant, on nous le propose carrément comme mesure de politique publique. Donc, puisque les enfants font pas assez de français,
Il faut des immigrés. C'est ahurissant qu'on puisse écrire ça dans un rapport officiel transmis à une institution. Je trouve ça C'est pas la ahurissant. première fois que l'immigration est évoquée comme une solution à la baisse de la natalité qui est manifeste dans la plupart des pays européens. Un rapport officiel me sidère et Pourquoi je pense ça vous sidérera des Français. Mais c'est un fait, Sarah Knafour, qu'on a un problème simplement pour financer plus tard les retraites de nos... On a un problème. J'allais y venir. On a un problème démographique majeur. Il y a ce qu'on peut appeler un hiver démographique dans tout le monde occidental. En 2022, je crois pouvoir dire qu'on était le seul parti politique Reconquête à avoir un programme de natalité, une vraie politique de natalité. Vous proposez très concrètement Marine Le Pen aussi on va y proposé pour le 3e enfant 10 000 €, etc. Plusieurs mesures pour la natalité. J'en ai pas souvenir, mais on va y venir. Donc sur les propositions, il y a un hiver démographique partout. Je pense, pour répondre d'abord, que l'immigration est tout sauf la solution. Premièrement parce que, évidemment, c'est la solution la plus impopulaire de toutes. 61% des Français considèrent qu'il y a aujourd'hui déjà trop d'immigrés dans notre pays. Donc, on ne va pas leur dire « rajoutons-en parce que vous ne faites pas assez d'enfants ». Deuxième chose, je pense que le remède serait pire que le mal. Parce que l'immigration est un facteur aggravant dans la dénatalité. Notamment parce que de très nombreuses familles préfèrent quitter leur ville, quitter même notre pays pour aller fonder une famille ailleurs à cause des effets négatifs de l'immigration en France. Parce qu'on sait aussi qu'elle fait porter, maintenant c'est documenté, établi, qu'elle fait porter un poids important sur les finances publiques et que par conséquent, elle grève encore des ressources pour les familles françaises, qui est aussi un facteur dissuasif. Je pense que les causes de la dénatalité sont très profondes, civilisationnelles, qu'elles remontent à loin. Si on regarde les pays qui sont le plus touchés, on peut citer le Japon et l'Allemagne. On peut comprendre quand on regarde l'histoire de la dernière guerre mondiale, pourquoi ces peuples ont été brisés dans leur désir d'exister, de continuer de vivre, etc. Et donc, il y a des facteurs qui sont extrêmement profonds, qui font qu'au Japon, comme en Allemagne, il n'y a plus cette volonté de vivre. Ça n'a plus existé, donc des peuples vieillissants. En France, on s'en est sorti longtemps. On a eu le baby-boom, et puis après, ça a décliné comme tout le reste. Si on regarde en Occident, il y a un pays qui s'en sort aujourd'hui, c'est Israël. Donc c'est le pays qui a le taux de reproduction et de fécondité le plus élevé. Peut-être parce qu'une politique nataliste très lisible et très claire et une forme de patriotisme démographique qui explique qu'ils font beaucoup d'enfants. Alors comment renouer avec ça chez nous ? Dites-nous. Comment renouer avec ça chez nous ? On remarque... forcer les gens à faire des enfants. On ne peut pas forcer les gens. Vous avez entièrement raison. Un, on ne peut pas forcer les gens à faire des enfants. Deux, on ne fait pas des enfants parce que l'État a sorti le carnet de chèques. On fait comment ça, alors ? C'est tout à fait juste. On peut jouer sur un delta. Vous avez le désir d'enfant, donc c'est à peu près 2,5, qui est supérieur au taux de fécondité réel, qui est 1,6. Dans ce delta, ça veut dire que les Français aimeraient faire des enfants et qu'ils ne les font pas. Et là, il y a des causes matérielles très claires. Typiquement, pour une femme, c'est anormal de se dire qu'elle doit travailler pour avoir les moyens de payer la garde de ses enfants. Donc là, on voit bien qu'il y a des sujets de garde qui sont majeurs, notamment de places en crèche. On manque de places en crèche quasiment partout. Là, il y a un sujet d'attractivité de ces métiers et de création de ces places en crèche. On voit qu'il y a aussi un sujet matériel et financier, c'est-à-dire les gens ont l'impression qu'ils n'auront pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de leurs futurs enfants. Donc il y a aussi une question de chèque. Vous disiez, c'est pas en donnant des chèques. Mais c'est pas des chèques, je vous ai répondu tout à l'heure. Le pouvoir d'achat, en gros, l'argent que vous avez, votre pouvoir d'achat, c'est pas l'argent que l'État vous donne, c'est l'argent qu'il ne vous prend pas. Une fois qu'on a compris cette phrase, on comprend dans quelle direction il faut aller. Il faut impérativement baisser les impôts des Français. Il faut la plus grande baisse d'impôts que notre pays n'ait jamais connue parce qu'on est monté trop haut. On est le peuple le plus taxé du monde. Donc il faudra baisser les dépenses de manière considérable, de manière spectaculaire pour pouvoir arrêter de prendre de l'argent aux Français. Je vous ai dit tout à l'heure, 63 milliards d'économies, ça fait environ 1 000 € par Français et par an qu'on arrêtera de leur prendre. Cette semaine a été marquée par une actualité internationale extrêmement forte aussi. Le chef de l'État a réuni la coalition des volontaires à l'Élysée. Il a annoncé que 26 pays étaient prêts à envoyer des troupes en Ukraine pour garantir un cessez-le-feu. Vladimir Poutine a répondu que toute force occidentale sur place serait, je cite, une cible légitime. Vous êtes plutôt Poutine ou Macron dans cette histoire ? Oula, évidemment plutôt pour la France toujours. Ça c'est d'abord le b.a.-ba. Ensuite, la guerre, c'est la guerre. Donc quand on envoie des troupes sur un territoire, ça veut dire qu'on accepte de cibler une puissance adverse. Donc on prend quelqu'un pour cible, on accepte d'être pris pour cible. Vous êtes favorable à ce qu'on envoie des soldats français pour maintenir la paix s'il y a un accord qui est trouvé ou pas ? Personnellement, je ne le suis pas. Je crois qu'on met de l'huile sur le feu à un moment où, paradoxalement, Emmanuel Macron apparaît plus va-t-en guerre que Zelensky lui-même. Je crois qu'il y a un grand paradoxe en ce moment. J'avais été invitée récemment au ministère des Armées pour nous faire un point sur la situation ukrainienne. Et ce que j'en avais retenu, sans dévoiler de données secret défense ni quoi que ce soit évidemment, ce que j'en avais retenu, c'est que l'urgence pour l'Ukraine, c'était de négocier maintenant. Que chaque jour qui passait, au contraire, affaiblissait la position ukrainienne, parce que la Russie, et vous avez vu aujourd'hui les attaques
d'une extrême Absolument. violence. Le siège gouvernemental qui a été touché. Que chaque jour qui passait, la Russie prenait avantage et qu'elle serait de moins en moins prête à négocier. Et que donc le paradoxe, c'est qu'alors que les Européens avaient vu d'un très mauvais œil l'intercession de Donald Trump, il fallait en profiter maintenant pour dire à la Russie, négocions maintenant. Et d'ailleurs, on pouvait regretter qu'à ce moment-là, ce soit les Russes qui aient quitté la table des négociations en se disant on est en train de gagner, on prend notre gain, on continue. Donc aujourd'hui, dire que ce serait finalement nous qui serions plus va-t-en guerre, je pense que c'est un très mauvais service à rendre à l'Ukraine et à l'Europe en général. Merci beaucoup Sarah Knafo d'avoir été Merci à vous. notre invitée. Merci Amandine, merci Jules.